Salut à tous, merci d'être avec nous. Renaud de Trix au micro, un podcast consacré au basket pendant 30 minutes, 15 minutes de basket belge, 15 minutes de basket NBA. Avec moi, Benoît Peters, journaliste à l'ADH, et Duke Tchamba, joueur de basket professionnel. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Alors, on va d'abord évoquer le basket belge. On profite de la présence, bien sûr, de Benoît. Un petit panorama d'un début de championnat où des équipes ont déjà joué plusieurs matchs, d'autres n'en ont joué qu'un. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'à présent ? Ben voilà, le championnat a commencé de manière assez débridée, sur un air de déjà-vu, j'ai envie de dire, parce que on a Mons là qui fonctionne assez bien, qui reste sur 3 matchs très offensifs, et apparemment Chivek parvient à plus concerner ses joueurs cette année-ci. Par contre, on a à l'opposé des équipes comme Ostende et Liège qui éprouvent quelques difficultés en ce début de championnat. Côté ostendais, j'ai envie de dire que c'est un peu un remake des dernières années parce que on ne trouve pas la sauce tout de suite. À Liège, les difficultés sont un peu sportives, mais également extra-sportives, donc c'est pas facile là-bas. Et alors, comme chaque année, on a la révélation qui est à l'Ostoise. À croire que Frank Van Impe est vraiment un devin en matière de recrutement. Il arrive toujours à recruter juste, malgré les moyens limités. Et donc le fait que beaucoup d'équipes ont joué un nombre de matchs différents, ça nous donne évidemment un classement un peu aléatoire actuellement. On peut être content d'ailleurs que le ratio ait été installé à ce moment-ci de la saison parce que ça à ne plus comprendre grand-chose. En tout cas, une chose similaire pour toutes les équipes, les 9 équipes du championnat, ce sont les changements de règles. Il y a 2 principaux changements, Duke. C'est simple. Déjà, il y a la ligne à 3 points qui a été reculée. Donc ça veut dire quoi? Ça nous permet justement d'avoir beaucoup plus d'espace. Qui dit beaucoup plus d'espace, souvent on a toujours tendance à se dire « Ah, mais tiens, ça veut dire quoi? Maintenant, les joueurs vont commencer à shooter beaucoup plus de 3 points. » Non. C'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup plus de mobilité. Ça veut dire qu'on peut pénétrer plus facilement dans la raquette, essayer d'isoler certains joueurs. Et c'est là, surtout dans un championnat comme le nôtre, où on sait la qualité des big men. C'est-à-dire il y a énormément de big men qui, eux, sont très mobiles. Et donc, alors, il y a souvent ce système de pick and pop qui est installé. Et donc, alors là, maintenant, ça permet alors d'isoler des joueurs. On a vu, par exemple, style un Brandon Gay, qui, lui, maintenant, alors, peut exceller dans ce genre de système-là. Et bien entendu aussi, il y a ce demi-cercle en dessous de l'arceau. C'est pas juste pour être joli. Là, sur le terrain, sur le parquet, dans la raquette, c'est pas juste pour ça. Non, c'est aussi pour justement avoir une meilleure idée au concept des fautes offensives, comment provoquer une faute offensive en dessous de l'arceau. Mais c'est aussi pour favoriser le basket offensif. Voilà. On ne peut plus prendre de charge à l'intérieur de ce demi-cercle tracé sous l'anneau, c'est bien ça? Exactement, exactement. Bon, maintenant, on attend aussi de voir un petit peu plus de dunk dans ce genre de situation-là, mais bon, chaque chose en son temps, on est déjà d'accord d'avoir quelques 3 points. Cela dit, il y a eu 2 matchs principaux, Benoît, ce week-end. La victoire sur le fil d'Anvers dans un match défensif face à Ostende, ce qui ajoute, comme tu le disais en début, au problème d'Ostende. Et puis, il y a eu ce match quand même entre Mons et Pepinster, où là, c'était un élan offensif. On parlait de la ligne à 3 points. Elle a été reculée, et pourtant, il y a eu un excellent pourcentage de réussite des 2 côtés, finalement. Comment on peut expliquer ça? Je crois que c'est assez simple. Je veux dire, de un, ils ont joué juste. Et puis, il ne faut pas non plus oublier un détail très, très, très important. On parle début de championnat, changement de règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les arbitres, maintenant, ils ont une nouvelle manière de siffler, une nouvelle philosophie derrière. Les joueurs ne sont pas trop au courant aussi de la direction dans laquelle les arbitres vont essayer d'aller. Donc, c'est-à-dire maintenant, ça devient aussi moins physique. Moins physique, donc c'est-à-dire que maintenant, le joueur a beaucoup plus l'opportunité de voir le jeu sans se sentir agressé, je veux dire, dans sa position, dans son système. Et alors, bon, on parlait, qui dit plus d'espace, ça veut dire maintenant que si on fait bien circuler le ballon, il y a automatiquement 1 ou 2 joueurs qui, eux, seront isolés. On a des très bons shooters. Et à ce niveau-ci, si on est pro, c'est simple, t'es seul, il faut connecter. C'est aussi simple que ça. À ce propos, j'avais une petite question pour Duke en tant que joueur de basket. Est-ce que le recul de cette ligne à 3 points et donc qui est censé favoriser les espaces pour les joueurs sera plus profitable à des joueurs de périphérie ou à la fixation intérieure? Je crois que ça dépend un petit peu déjà de la lecture du jeu de ces joueurs-là, donc de la capacité que ces joueurs ont à pouvoir lire le jeu. Maintenant, c'est clair aussi que ça va être fortement influencé par les coachs. C'est clair que, bon, maintenant, si on prend le cas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Belgique étant une ligue de coachs et pas réellement une ligue de joueurs, donc si on commence à regarder un coaching tel que par exemple Charleroi, donc un Giovanni Bozzi, on sait que dans cette situation-là, l'avantage ira beaucoup plus à qui alors? Il ira sûrement aux joueurs, aux meneurs, je veux dire aux meneurs de balle, parce que c'est lui qui peut réellement prendre ce genre de décision-là. De l'autre côté, comme on a pu aussi voir maintenant avec
Pepinster, ça bénéficie à un Brandon Gay qui lui joue au poste 4, qui lui est très fort dans le pick and pop et donc alors peut venir et mettre en avant sa versatilité. Et en revenant encore une fois sur ce match Mons-Pepinster, on a eu un Marcus Eaton. Ouais. Je ne sais pas s'il a vraiment profité des nouvelles règles. En tout cas, il était bien inspiré. Il sort une évaluation de 43. Très tôt dans le championnat, c'est déjà un fameux record à battre. Fameux record à battre, surtout quand... Bon, je crois que le gros problème quand on parle de l'index, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est quoi en fait ces 43. Parce que bon, on a grandi avec le concept, il a mis autant de points, il a marqué autant il a pris autant de rebonds. Mais c'est réellement l'impact qu'il a eu sur le jeu. Et quand on regarde le match, pour ceux qui ont eu l'opportunité de voir ça sur les antennes ou voire même d'être présents dans la Mons Arena, ce qui moi m'a sidéré, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'était un gars qui jouait seul. Quand je veux dire jouer seul, je parle de ça positivement, c'est qu'il y avait aucune défense, il n'y a personne qui réellement essaie de l'influencer à commettre une erreur. Et ça c'est très beau, je crois que la dernière fois qu'en Belgique on a vu un joueur sortir ce genre de performance, c'était un J.R. Holden, à l'époque où il jouait au Stand. Bon, maintenant tout le monde sait où il est, favori des Euroleague. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que pour cet index, ce n'est pas seulement un joueur qui mettrait 40 points sur un match ou quoi, c'est vraiment jouer juste, très juste, limiter le nombre de pertes de balles, shotter avec une très grande précision. Donc arriver à 43, c'est vraiment un match complet, quoi. Le gars, c'est pas juste l'Américain qui vient et qui bombarde 30 points pendant le match. Mais comme Duke le disait, il y a les espaces. On sait que les espaces en basket, c'est essentiel, comme dans d'autres sports collectifs. Finalement, les changements de règles ont tendance à donner plus d'espace et alors au coach, effectivement, à mettre ça en pratique pour avoir la meilleure stratégie, pour pouvoir profiter de cette nouvelle notion. Changement de règles en Belgique, changement également de décor. Et là, on va quand même en venir au Spirou. C'est vrai qu'il y avait eu l'été assez prolifique des Lions. Il y a eu cette qualification du Spirou pour l'Euroleague. Ils ont déjà joué leur premier match. Ils ont quitté Malaga avec une défaite, mais ils ont quand même montré leur potentiel. Ce mercredi, c'est face à Rome. Finalement, tant aux journalistes qu'aux joueurs, quelles sont les chances du Spirou dans cette prestigieuse compétition européenne? Bon ouais, alors, la voix du journaliste va parler. Moi j'étais à Malaga la semaine dernière. Bien sûr, les Spirou ont profité d'un début de match assez en fanfare, mais je pense que l'écart avec les grosses cylindrées est moindre que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et je vois très bien les Spirou lutter en tout cas avec des équipes comme Bamberg et Rome demain, qui sera déjà un match très très important parce que s'ils veulent se qualifier, c'est un match à gagner. Donc moi, je suis assez confiant pour le top 16 et une qualification dans les 4 premiers pour les Spirou. Waouh, c'est bien. Mais on adore ce patriotisme, c'est superbe. Moi je crois que déjà, c'est génial. Ça fait quand même quoi? Ça fait 9 ans maintenant qu'on n'a pas vu une équipe belge jouer sur la plus haute scène européenne. Bon, qui dit l'Euroleague dit c'est la grande classe, on sait, c'est des clubs de renom. Et je crois que toute proportion gardée, c'est un petit peu la place des Spirou. Parce que bon, j'ai eu l'opportunité, moi, de jouer à l'étranger. Et c'est clair que tout le monde à l'étranger connaît les Spirou. Donc ça fait quand même une douzaine d'années maintenant qu'ils sont là, qu'ils essaient d'établir quelque chose. Maintenant, il faut voir, est-ce que réellement c'est plus intéressant de jouer le plus haut niveau qui est l'Euroleague et peut-être jouer juste le faire valoir. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais on ne sait jamais. Bon, tout va se jouer dans quelques jours déjà. Ou alors peut-être de redescendre d'une ligue et réellement gagner et finalement ramener un trophée. Maintenant, je crois que tout dépend. Il y a certaines personnes qui regardent le verre, pour eux il est à moitié vide, d'autres il est à moitié plein. À voir, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un côté prestigieux. Et le prestige, il est là, du Houquin. On le voit parce que tout le basket belge s'intéresse finalement au sort du Spirou. Benoît, les médias aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu finalement tous les médias du pays, et notamment les médias francophones, s'intéresser d'aussi près à un club de basket. C'est sûr, je pense que le côté média surfe également sur la lancée de l'équipe nationale et sur les très bons résultats de l'équipe nationale. Maintenant, la chance d'avoir de nouveau un club en Euroleague. Si le basket belge doit faire parler de lui, c'est maintenant. Et donc, côté médiatique, on essaye aussi de mettre ça en valeur et de rapporter le plus possible au basket. Duke, tu l'as dit, 9 ans sans Euroleague pour le basket belge. Est-ce que tout basketteur belge ressent quelque chose à travers
travers cette présence du Spirou en Euroleague? Bah, je pense bien. Si on est un fan de basket, c'est clair. Bon, hey, il y a 9 ans, moi, je venais juste d'avoir mon diplôme universitaire, donc imagine. Je crois que c'est un élément réellement à part entière, quelque chose qu'il faut tirer, il faut être fier. Maintenant, on espère réellement qu'on ne va pas se retrouver dans une situation comme il y a quelques années où on se retrouve sans victoire. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la victoire. Je veux dire, tout le monde veut pouvoir s'identifier avec des vainqueurs. Et c'est clair que si on peut commencer à battre des grosses pointures, là, maintenant, ça va réellement redorer le blason du basket belge. Et bon, même si, comme les Spirous sont présentés, là, maintenant, en Euroleague, que c'est juste une équipe américaine, ah ben, au moins, voilà, on a une équipe belge qui est présente. Alors c'est peut-être un lapsus révélateur. C'est vrai que le champion d'Europe, le Barça, a battu quand même le champion NBA, les Lakers, lors du NBA Europe Live. Ce résultat-là, est-ce qu'il reste anecdotique ou est-ce qu'il a une vraie valeur, Duke? Bah ouais, c'est génial. Franchement, le Barça bat les Lakers. Sam Van Rossum bat le Barça. Donc, en d'autres mots, le meilleur joueur de la planète, c'est Sam Van Rossum, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il faut y voir toujours une petite touche patriotique et ne jamais bouder son plaisir. C'est un peu ce qu'on a envie de dire pour le Spirou. Souhaiter bonne chance, en tout cas pour son deuxième match, le premier à domicile ce mercredi face à Rome. Moi, Ben, pour terminer sur cet aspect basketball, justement, après le Spirou va en revenir à la compétition. Il ne faut pas oublier qu'il a joué un match, ils l'ont gagné à Louvain, mais ils vont vraiment revenir s'impliquer dans la compétition. Comment est-ce qu'on peut envisager les choses comme ça avec cette dualité de deux compétitions finalement très différentes, à savoir l'Euroleague et la saison régulière en Belgique? Bah, je pense qu'après l'Euroleague, c'est la grosse question qui hante un peu l'esprit de Giovanni Bozzi actuellement, c'est de savoir comment ces joueurs beaucoup sont arrivés ici pour jouer une Coupe d'Europe, une grosse Coupe d'Europe, vont aborder le côté championnat. À Louvain, ça s'est bien passé. Maintenant, il faudrait que ça se passe dans le plus long terme à ce niveau-là. Mais il est clair que si le Spirou décide de jouer comme il l'a fait sur la scène européenne au niveau belge, je vois mal comment les concurrents vont pouvoir se mettre à niveau. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que les Spirou jouent trop à la carte en championnat. Et à ce titre, rappelons qu'on aura quand même un duel entre Mons et Ostende dans le cadre de l'Euro Challenge, la 3e coupe européenne, ce qui est aussi un fait historique. Oui, c'était un peu un fait historique, mais en même temps, on peut se dire, est-ce que c'est pas, entre guillemets, du gaspillage? Parce qu'en foot, il y a des règles qui font que deux Belges ne peuvent pas s'affronter, en tout cas dans les premières poules d'une compétition européenne. Cela n'existe pas ici dans le basketball. Bon, les dirigeants de Mons et d'Ostende vous diront qu'ils économiseront quelques euros en hôtel et déplacement. Oui, et puis les deux autres, c'est quand même les Français, c'est Nancy et Orléans. Ça change des périples à l'Est quand même. Hein. C'est clair, mais je crois que c'est dommage parce que justement, on a déjà une compétition où toutes les équipes jouent 4 fois les unes contre les autres. Maintenant, on rajoute une double compétition maintenant avec Mons, Ostende. Et je ne sais pas, parce que je ne le connais pas par cœur, disons maintenant qu'il se retrouve en Coupe de Belgique. Wouh, hey, en tant que fan de basket, je veux bien. Il y a un moment, on dit non. Donc, est-ce qu'ils vont économiser de l'argent? Ou si on veut réellement commencer à parler maintenant business, ou est-ce qu'ils vont en perdre? On verra. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que ça devient très, très lourd de jouer autant de matchs. Et c'est clair qu'on parlait justement avant de l'impact des médias. Ben maintenant, l'impact des médias pour ce genre de rencontre ne sera pas aussi impressionnant qu'une compétition avec les Spirou qui jouent face à d'autres équipes de grosses ligues. C'est vrai que dans ces 3 compétitions européennes, déjà en football, il y a un manque de visibilité et de lisibilité du public. Pour le basket, c'est clair. Cette fois, on fera l'impasse sur l'Eurocup, qui est un peu le championnat européen intermédiaire entre l'Euroleague et l'Euro Challenge. Et l'Euroleague, on en a parlé, ce sera avec le Spirou. Merci messieurs pour le basket belge. On a terminé notre quart d'heure. On se retrouve dans quelques instants pour les 15 minutes consacrées à la NBA. À tout de suite.